Alors, c'est un défi, voilà ce que nous disait quand nous parlions de ça avec lui, un officier ukrainien, un défi difficile, mais pour lui et pour une partie de l'état-major, un défi qui n'est pas impossible de relever, à condition d'avoir un soutien accru de l'Union européenne, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, les Ukrainiens, c'est vrai, ont massivement augmenté leur capacité industrielle, particulièrement en ce qui concerne les drones, qui sont produits en Ukraine et dans des quantités de plus en plus importantes. Donc l'Ukraine a besoin de financer sa production, c'est vrai, mais elle est moins dépendante de l'aide directe américaine, comme c'était le cas il y a encore 1 an et demi. Sur le plan des renseignements, c'est vrai que les échanges sont déjà moindres avec les États-Unis, et on l'a vu avec l'opération Toile d'araignée, où les Ukrainiens ont réussi à toucher des bombardiers stratégiques. Et bien cette opération, selon plusieurs sources, elle a été faite sans aide américaine. Donc le gros problème aujourd'hui pour les Ukrainiens, c'est surtout la défense antiaérienne, les missiles patriotes américains qui protègent les grandes villes ukrainiennes, alors que les attaques, et on l'a vu toute la semaine, sont massives. Parfois c'est plusieurs centaines de drones et de missiles par nuit. Là-dessus, il n'y a pas de miracle, nous disait un militaire, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. L'Ukraine a compris depuis janvier, je le cite encore, qu'elle ne pouvait pas compter désormais sur les États-Unis comme un allié fiable. Les Ukrainiens ont anticipé. Ça fait quand même 6-7 mois que Trump a fait des annonces précises, donc ils s'attendaient effectivement à au moins une diminution du budget américain. Donc ils ne sont pas surpris, donc ils ont pris des mesures qui vont leur permettre de tenir un peu plus. Par contre, il y a une double vision dans cette décision. La première, c'est le cadre tactique. Évidemment, il y aura moins de munitions, il y aura moins d'armes, il y aura moins de tout ce qu'on voudra, il y aura moins de transport, moins de renseignements, il y aura moins en tout. La meilleure preuve, c'est que on voit bien que les Russes ont repris l'offensive sur le terrain. J'imagine qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont beaucoup moins informés, tactiquement parlant, sur les mouvements des Russes lorsqu'ils viennent à partir de Soumy ou vers l'Est. Ça, c'est la partie tactique. Du point de vue stratégique, c'est fondamental ce qui est en train de se passer. C'est une véritable rupture entre les États-Unis par rapport à l'Europe, tout simplement. Et on va voir que le sommet de l'OTAN à la fin du mois va prédéterminer, ou en tout cas va recadrer quelque part cette relation qui était extrêmement forte depuis 1945. Elle a jamais été... Alors il y a eu des hauts débats, mais il n'y a jamais eu de coupure comme celle-là. Donc là, on va dans un autre cadre. Ce qui veut dire que, comme le disait Magali, c'est que très concrètement, on va vers un monde européen dans lequel les Européens vont être obligés d'assumer le service après-vente du décrochage américain. Je suis pas sûr qu'ils décrochent à 100%. Parce qu'il y a comme du business. Business à faire. Donc je pense qu'il y aura un peu de business à faire. Mais en même temps, il y a court terme, moyen terme aussi. Court terme, il y a du business à faire. Moyen terme, les Ukrainiens ont cru qu'en signant le fameux document sur les terres rares, qu'il y aurait une espèce de garantie. En fait, on voit qu'elle ne joue pas. Elle jouera que dans 10 ans. Donc à long terme, oui. À court terme, non. Donc encore une fois, ce bouleversement est incroyable. Et pour nous, Européens, c'est une véritable remise en question, et pour nous, ça nous force à réfléchir au cadre stratégique dans lequel on va évoluer dans les années qui viennent. Là, aujourd'hui, telle qu'elle se préfigure, on est dans un économique qui domine évidemment sur le reste. L'Europe va devoir se prendre en charge, on le dit depuis des mois et des mois, en termes de souveraineté, en termes de défense commune. Après, Trump peut aussi évoluer. Les ennemis d'un jour ne sont pas forcément les ennemis de toujours. Il suffit de voir la relation avec la Chine qui était la plus détestable il y a 2 mois. Aujourd'hui, il y a un accord sur les terres rares qui a été signé entre Pékin et Washington. Donc il faudra voir évidemment comment ces choses-là évoluent. Mais ce qui est évident, c'est que depuis le début, les États-Unis ont dit qu'ils se désengageraient. La phrase de Pete Hegseth est assez intéressante. Il dit à un moment, il y a un problème de définition en fait. Je pense qu'il y a deux problèmes de définition. Il y a la définition aujourd'hui de ce qu'est l'Europe en fait, parce que il y a l'Europe institutionnelle qui doit garantir la sécurité des Européens de l'Union, puis les frontières, ou en tout cas tout ce qui se passe autour et qui peut être un danger en termes de sécurité pour l'Union européenne. Et puis il y a la définition de ce qu'on appelle une victoire ou ce qu'on appelle une défaite dans des conflits aujourd'hui qui ne finissent pas. Et on s'interroge toujours effectivement de savoir à partir de quel moment est-ce que le conflit s'arrête, à partir de quel moment est-ce qu'on est véritablement dans une paix négociée pour passer à autre chose. En fait, on a l'impression que les Européens ont peur que la Russie perde, parce que la Russie pourrait être revancharde. Les Européens ont aussi peur que la Russie gagne, parce que peut-être ça pourrait aiguiser ses appétits. Écoutez ce que dit le patron de l'OTAN, Mark Rutte. Selon lui, il n'y aurait plus bientôt de frontières. Nous sommes tous le flanc Est, désormais. La nouvelle génération de missiles russes vole bien plus vite que la vitesse du son. La distance pour atteindre les capitales européennes n'est plus qu'une question de minutes. Il n'y a plus de flanc Est ou de flanc Ouest. Il y a juste l'OTAN. Qu'est-ce qu'il entend par là ?
Il n'y a plus de flanc ouest, il n'y a plus de flanc est. Le problème, c'est que la cigale européenne, elle se trouve confrontée à une situation qu'elle n'avait pas prévue, puisqu'en fait, elle jouait de la guitare pendant que les Américains assuraient la sécurité de l'Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ça la stratégie. Très concrètement, le fait que les Américains, se désengagent de l'Ukraine, en tout cas, vont pas être aussi performants qu'ils l'ont été jusqu'à présent, fait que très concrètement, on revient vers la théorie des tubes, c'est qu'en fait, vers les grandes puissances, chaque grande puissance va gérer son propre espace géographique. C'est la doctrine de Monroe. Les Américains vont gérer l'Amérique du Sud, les Chinois vont gérer l'Asie du Sud-Est, et au milieu, il y a quoi? Il y a la Russie. Et malheureusement, le désengagement américain provoque, je dirais, de façon automatique, une espèce de pas d'asservissement, en tout cas, on est nous dans la zone d'influence des Russes, et c'est ça le cœur du problème. Étant dans cette zone d'influence des Russes, on est très inquiet parce qu'on n'est pas prêt. Nous, on a des budgets de la défense à 2%, et encore, c'était les plus performants qui étaient à 2%. Donc on a un vrai souci, c'est qu'on se retrouve dans la zone d'influence des Russes. Les Américains sont en train de nous dire, ils vont conditionner au mois de juin, leur aide, en tout cas leur participation à l'OTAN, parce que c'est pas dit qu'ils restent. S'ils restent, ils vont dire, ok, mais soyez à 5% et achetez du matériel américain. Donc on va faire fonctionner le système américain. Donc on voit que ce bouleversement est absolument incroyable, et ça, malheureusement pour nous, c'est catastrophique, surtout pour nous Français, pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est qu'on est devenus assez pauvres. Budgétairement parlant, on peut pas se permettre aujourd'hui d'investir massivement des centaines de milliards dans une défense comme le font les Allemands. La Russie aujourd'hui est devenue plus forte que l'OTAN. Écoutez. L'OTAN ne peut pas imaginer le niveau de notre industrie de défense. Est-ce qu'ils réalisent qu'au moment où nous nous battrons avec eux, des surprises inimaginables les attendent? En réalité, pour la première fois, sous la présidence de Poutine, nous avons dépassé l'Occident sur les armes stratégiques. Ce n'est jamais arrivé. Nous étions en retard sur l'armement tout le temps, pendant toutes les guerres. Nous finissions par les rattraper, par la quantité. Mais maintenant, nous sommes devant en termes de qualité. Мы брали количеством, но чтобы мы качественно были впереди, как получилось.